Bonjour à tous, bonjour. Oui, bonjour à tous, nous sommes avec vous jusqu'à 14h comme tous les jours. Nous allons tout à l'heure commencer avec monsieur Larson Boudy, bonjour. Bonjour. Il vient nous parler d'une conférence qui aura lieu très prochainement. Sinon, bien, nous allons recevoir aussi madame Catherine Romuald, madame Sabine Lautric et monsieur Adrien Baya et madame Evelyne Ellis. On parlera beaucoup de la mobilité puisque c'est une plateforme de mobilité qui a été créée par le conseil départemental et avec ces trois femmes, on fera le point sur comment l'utiliser quand vous êtes demandeur d'emploi, quand vous avez des difficultés à vous déplacer, surtout quand vous êtes demandeur d'emploi. Et puis on fera un petit point avec Adrien Baya qui est écrivain. Sinon l'actualité c'est Iman. Bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui au niveau de l'actualité, nous allons revenir sur la remise du prix Caribule, du concours de BD qui a eu lieu, et justement la remise des prix avait eu lieu hier. On va revenir dessus, ainsi que sur l'Olympiade régionale des métiers, donc un concours qui est organisé à l'initiative de la région qui permet de réunir différents élèves, étudiants, apprentis autour d'une compétition. Il s'agira de danse avec l'UNSS Art et Danse. Une journée porte ouverte était organisée au lycée Faustin Fleurette pour permettre de connaître cette discipline, cette filière, et on fera un tour du côté de Trois-Rivières sur la première édition du Noël à Trois-Rives pour permettre donc de se familiariser au stand de Noël qui arrive très bientôt. On va enchaîner donc sur le premier sujet qui est cette remise des prix du festival Caribule, donc ce festival caribéen de la BD, du manga et de l'album de jeunesse, dont le but est de permettre l'accès à la littérature de jeunesse au plus grand nombre, organiser un concours, et la remise des prix a eu lieu hier. La thématique de ce concours était la Guadeloupe avec ou sans eau, et un jury donc qui a permis d'évaluer différentes propositions était justement à l'honneur pour pouvoir mettre en lumière les sélectionnés. On va voir un reportage aujourd'hui ensemble. Aujourd'hui, c'était la remise des prix du concours et la particularité en fait de ce concours, le thème en tout cas, c'était la Guadeloupe avec ou sans eau. Donc on a eu une dizaine de participants et de tout âge, donc avec des jeunes comme des moins jeunes, et nous avons eu des œuvres excellentes dont le jury a pris plaisir en tout cas à les analyser. Ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas pu travailler sur le projet avant le mois de juin à cause des cours, et donc j'avais un temps réduit pour le terminer. Je n'avais pas vraiment d'inspi avant de commencer. Je cherchais, mais je pataugeais un peu. Ma mère et mon père m'ont donné quelques idées, mais je suis partie sur un tout autre projet. Vu que je rentre en classe de 3e et que je n'ai pas encore d'orientation, j'ai basé mon histoire sur l'orientation d'une adolescente qui se plonge à travers un livre dans une histoire pour protéger l'environnement, les eaux de la Guadeloupe, et qui, par la suite, en fait son métier. J'ai découvert Caribule dans ma classe l'année dernière, et ça m'a tout de suite plu et j'ai décidé de participer pour tenter le coup. J'ai présenté une BD de 4 pages qui racontait l'histoire de gouttes d'eau dans les canalisations de la Guadeloupe. Je voulais faire quelque chose de simple et la simplicité a payé. Je pensais pas au début gagner, j'étais même surprise, mais ça va, je suis contente. Cet engouement du dessin vient du fait que depuis que Caribule a lancé son festival depuis les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, donc on voit de plus en plus de jeunes qui émergent, de jeunes, on découvre en tout cas de plus en plus de jeunes talents qui aiment beaucoup le dessin. Et grâce à ça, on a l'opportunité en tout cas de pouvoir offrir à ces jeunes talents, grâce au concours, de pouvoir partir à Angoulême ou à Quai des Bulles dans ces différents festivals.
Voilà, donc ce festival permet justement de développer la créativité et de permettre l'accès à la littérature de jeunesse pour le plus grand nombre de Guadeloupéens. On va revenir sur l'Olympiade régionale des métiers qui a présenté justement les différentes étapes de cette compétition. Il s'agit de plusieurs métiers qui vont concourir comme l'installation électrique, la réfrigération, la technologie automobile, aux cuisines. Ça permet de mettre en avant les compétences de nos jeunes et d'oser des compétitions nationales. On va voir la présentation de cette Olympiade avec Charlie Dagonia. Nous sommes à la présentation de cette grande opération que nous appelons les Olympiades régionales des métiers. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avions annoncé que nous allions remettre en place cette manifestation et permettre à des Guadeloupéens de concourir, qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient en apprentissage, qu'ils soient jeunes salariés et qu'ils soient aussi stagiaires de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons à peu près 5 métiers qui vont concourir. Nous avons l'installation frigorifique, nous avons la mécanique, nous avons le service à la personne et nous avons aussi d'autres métiers sur lesquels nous n'allons pas faire de concours, mais nous allons faire des focus ou de la démonstration. C'est le cas de la pâtisserie-confiserie, c'est le cas de la coiffure, mais nous allons aussi faire des focus sur les métiers du bois. Il y a effectivement une préparation puisque là, on démarre la première réunion des formations pour leur montrer comment ça va se passer. Ce sont des jeunes qui vont être accompagnés par chacune de leurs équipes. Les équipes enseignants des lycées, au RSMA, ils seront accompagnés par leurs profs. Et dans les entreprises et pour les demandeurs d'emploi, on leur choisira, on leur proposera des stages dans les entreprises qui correspondent à leur métier. Je suis là pour rencontrer des jeunes de mon âge qui ont fait les mêmes études que moi. Je suis là aussi pour apprendre des choses. Je suis aussi là pour gagner le concours, bien évidemment. Je suis aussi là pour, après le concours, peut-être travailler, ouvrir une boîte. Je me suis inscrite dans le but de pouvoir mettre en avant le talent de la mécanique, puisque c'est rare de trouver des femmes qui soient mécaniciennes. Et je me retrouve toujours à être seule dans ce domaine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente pour essayer quand même de pouvoir faire bouger un peu les choses au sens où nous aussi, les femmes, on peut être mécaniciennes. Je voudrais avoir un centre de contrôle technique par la suite, mais il faut avoir déjà les bonnes bases pour pouvoir faire des vérifications globales sur les véhicules. Et maintenant, avec l'arrivée des véhicules électriques, ça demande un peu d'adaptation et de logique, de la concentration aussi et des bases. Le plus important. Voilà, il est déjà 12h40 et je voulais dire, on va recevoir M. Georges Larson-Baudy. Bonjour. C'était un universitaire, c'est un chercheur retraité, donc il a plus de temps pour se consacrer à la recherche. Merci d'être avec nous. Alors, vous préparez une conférence après-demain? Oui, demain? Non, demain même. Ouais. Oui. Quel sujet vous avez choisi cette fois? Demain, c'est la médiathèque, 2 médiathèques, la médiathèque Caraïbes, donc la médiathèque départementale et la médiathèque de la ville des Abîmes, qui m'ont proposé, parce que mes travaux sur les grands-fonds vont être mis en ligne par la médiathèque Caraïbes, la MECA, voilà, ils m'ont proposé de présenter une conférence que j'ai choisi de faire autour du thème de la naissance de la paysannerie libre dans la Guadeloupe post-esclavagiste. Oui. En d'autres termes, à partir de l'espace des grands fonds, j'ai choisi d'observer comment, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, comment s'est constitué et s'est formé ce que j'appelle la paysannerie libre. Ce n'est pas les ouvriers agricoles. Oui. Je ne traite pas des ouvriers agricoles, mais de cette masse de personnes qui sont propriétaires de leurs parcelles de terre et qui cultivent de quoi produire toute leur existence matérielle.
Mais alors, première question, M. Larson nous dit, de quelle catégorie de personnes il s'agit à cette époque-là? Bon. Parce que au moment de l'esclavage, alors les grands fonds aussi qu'il y avait une population, il faut le dire, ce qu'on appelle les béquets pauvres, enfin les pauvres blancs, les blancs matignon, les blancs petits matignon, blancs, non, les non, petits pas blancs, les petits blancs, les petits blancs. Ouais. Bon. Blancs malheureux, on dit un peu. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que la littérature lacérienne a laissé, a légué, et que les gens reprennent sans discernement, malheureusement, les grands fonds n'ont pas été mis en valeur seulement au lendemain de la deuxième abolition de l'esclavage. Oui. La mise en valeur des grands fonds remonte au début du XVIIIe siècle. La zone apparaît géographiquement située sur le cadastre de 1732. Déjà. Où elle est indiquée zone des terres de peu de valeur. Parce peu de valeur, hein. Oui, puisque la mise en valeur de la grande terre se faisait essentiellement autour de la canne à sucre. De l'usine, quoi. Oui. Au moins la spéculation canne à sucre et sucre et tout le reste. Cette région morneuse ne semblait pas de grand intérêt. Oui. Du coup, ce sont les petits blancs, ou tout simplement les blancs, qui étaient sur les communes qui s'étaient installés et qui avaient bénéficié de concessions sur la Basse-Terre, l'île de la Basse-Terre, la Guadeloupe proprement dite. Beaucoup vont être dépossédés de leurs parcelles de terre sur Sainte-Rose, sur Petit-Bourg et tout le reste, et ils vont c'est eux qui vont aller s'installer sur les grands fonds. D'accord. Donc la première mise en valeur et le premier peuplement des grands fonds, contrairement à ce que laisse penser Lasserre, c'est que cette mise en valeur s'est faite, ce sont les blancs, les petits blancs, qui vont s'installer là et qui vont développer des cultures dites secondaires par rapport à la canne à sucre. Ouais. Et ils vont développer des habitations caféières, cacaoyères, de l'indigo, indigo, vanille, les terres des grands fonds et la topographie, tout cela était favorable à ces cultures. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont s'y installer et jusque sous l'Empire. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que les grands fonds qui occupent les abîmes, la commune des abîmes de Morne-à-l'Eau, du Moule, de Sainte-Anne et du Gosier, toute la commune du Gosier appartient à la zone des grands fonds. Tout ce pays a été jusque sous l'Empire, jusqu'au début du 19e siècle, le principal producteur de café et de cacao en Guadeloupe. Bien devant la Côte-sous-le-Vent. Bien avant Bouillante et vieux habitants. Mais oui, ça on ne le sait pas. Oui. C'était le pays du café, du cacao, de l'indigo. Et des habitations esclavagistes, des habitations qui utilisaient des esclaves, rarement plus d'une dizaine par habitation. En 1796, on dénombre plus de 800 habitations dans la zone. Plus de 800 habitations dans la zone, ça dit ce que ça dit. Et bon, et sous l'Empire... Donc il y a une économie alors qui se développe là. Hein? Il y a une économie qui se développe. Absolument, c'est une économie coloniale. Oui. Seulement qui ne faisait pas... La seule différence avec le reste, c'est qu'on y faisait des cultures secondaires, café, cacao, coton, etc. Tout sauf la canne. Oui. Sous l'Empire, avec les taxes que Napoléon va imposer aux produits coloniaux, les habitations de la zone vont péricliter. Ouais. Les habitants blancs, pour la plupart, c'est des petits blancs, c'est ceux-là qu'on nomme les petits blancs, pas encore les blancs Matignon. Ouais. La famille Matignon... Arrive après la Révolution. Voilà, elle existe parmi les petits blancs. Ouais.
Et les autres petits blancs, c'est les Langlois, la liste, voilà, les Bouchers, les Ramades, voilà. Tous ces noms existaient déjà dès le début du XVIIIe siècle. Et il va se passer que, donc, lorsque les habitations seront frappées, les produits de ces habitations seront frappés par des taxes à leur entrée en métropole, il va se trouver que les habitants vont vendre leurs esclaves aux sucriers qui en avaient besoin, puisque dès 1815, la Grande-Bretagne avait déjà décrété l'abolition de la traite. Donc, en souffrance, il y a donc la vente des esclaves vers les habitations sucrières, Bébao, Saint-François. Mais comme par hasard, dès la deuxième abolition de l'esclavage, on retrouvera ces anciens esclaves qui ont été déplacés vers Bémao, Saint-François-le-Moule. Ils vont revenir dans la zone des grands fonds. C'est les Cotelons, les Farasman, etc. Voilà, les mots trésors, les trésors. Tout cela a été possible grâce ce travail a été possible grâce au dépouillement des États nominatifs de 1794-96, grâce aussi au dépouillement des hypothèques, des transcriptions des hypothèques, et enfin au dépouillement des registres des nouveaux livres. Je n'invente rien. Il se trouve que je viens bousculer la pensée dominante jusque-là. Voilà. Mais Georges Armstrong, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste à l'époque quand vous avez commencé ces recherches? C'est la fréquentation de la zone. Dès mon arrivée, mon premier séjour en Guadeloupe qui date de 77, dès mon premier séjour, une amie m'a fait découvrir la zone qui est singulière par rapport au plateau, aux plaines de Saint-François-le-Moule. Du point de vue biosphère, c'est un endroit particulier. C'est un endroit tout à fait particulier. Et je crois qu'il y a 2 endroits comme ça dans le monde. C'est au Vietnam, le deuxième. Oui, le Vietnam, c'est ça. Et moi, j'ai été séduit par la région. Puis quand je suis revenu résider en Guadeloupe, en 79, oui, c'est ça. J'ai très vite fait des amis dans la région, et c'est à force de fréquenter la région que je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement l'écosystème qui était différent, mais les personnes humaines, les gens étaient différents. Je vivais à Saint-François, où on peut sentir l'individualisme forcené qui caractérise le créole. Et je faisais très vite la différence avec ce que j'observais dans les grands fonds. Quand on y allait, on avait des amis qui habitaient là-bas. Je sortais souvent des cours à Fouillol, mais quand j'avais pas envie de retourner à Saint-François, j'appelais une amie qui résidait à Boivin. La porte était toujours ouverte. On ne fermait pas ses portes dans les grands fonds. À l'époque, on ne fermait pas ses portes. Et j'allais, je me reposais, voilà. Et du coup, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus, quoi. Pour tout dire, en fait, les gens des grands fonds me ressemblaient beaucoup. C'est ça mon problème. Ils me ressemblaient beaucoup. J'avais envie de... Ils étaient moins calculateurs. Quand on sort, on va rendre visite à quelqu'un dans la zone, et quand on s'en va, vous avez un panier d'igname, de fruits à pain. Voilà. C'est vrai. Disons, moi, c'est... Au risque de vexer quelques-uns, j'ai dit oui, si je n'avais pas fait mes travaux sur les grands fonds, j'aurais quitté la Guadeloupe depuis longtemps. D'accord. Et est-ce que cet esprit de solidarité dans le grand fond persiste encore?
Elle persiste, mais elle reçoit des coups de boutoir parce que Oui, bon, la vie a changé. Oui, une fois passée la période dite ici, la période Saurin, la période de guerre, ben bon, la mise en valeur départementale a pressuré la zone. Déjà pendant la guerre, c'est la zone qui a fourni de quoi nourrir l'essentiel de la Guadeloupe. Oui. Et puis, après, on a tué les sages-femmes, les dames qui accouchaient, on a tué les guérisseurs, bon, et les gens ont été contraints, comme on a épuisé les capacités productives des sols, les gens ont été obligés, la génération des personnes actives de l'époque ont été obligés d'aller travailler Oui. en milieu sucrier, Ouais. ce que leurs parents ne faisaient pas. Bien, bonne étude. Donc rendez-vous demain à partir Oui, de... demain à partir de 18h30, c'est à la salle au palais, à la salle Félix Proto aux Abîmes. À la médiathèque. À la médiathèque. Georges, est-ce qu'il y aura un livre un jour sur cette... Bon, le livre, moi j'ai eu trop de difficultés. Déjà, l'essentiel du travail, je l'ai financé de ma poche. Oui. L'ouvrage devrait être publié par la Société d'Histoire. Malheureusement, quand le travail a été bouclé, la Société d'Histoire n'avait pas les moyens de... Mais par contre, le travail que fait la médiathèque départementale, là, Oui. c'est que ils mettent le travail, le gros du travail, l'essentiel Oui. sera mis en ligne. D'accord. Donc, à partir jusque des smartphones, on pourra consulter, une fois qu'on a le lien, on pourra consulter... Ce travail. Voilà, et il est à la disposition. Sinon, il y a un exemplaire aux archives départementales, un exemplaire papier, il y a des exemplaires microfilmés. Le travail, il est disponible. Parfait. Bon. En tout cas, merci de l'avoir fait. Merci pour la Guadeloupe. Merci pour la Guadeloupe. Oui, ben, moi, j'en avais besoin pour continuer d'aimer ce pays, quoi. Georges, voilà. on va se quitter là, mais on prend rendez-vous pour parler un petit peu de l'Afrique un de ces jours. Absolument. Parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées depuis 6 mois. Oui. Et je pense qu'on fera un petit panel un de ces Ouais, jours. absolument. Et on parlera un petit peu de l'évolution de l'Afrique. Je ne sais pas si c'est vers le bas ou vers le haut. C'est la question qu'on se pose. Il y a de quoi être optimiste. Bon, même s'il faut rester prudent, parce qu'avec la bête, Oui, on ne sait jamais. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. 12h55. Okay. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Nos invités, je vous rappelle qu'on va recevoir 3 dames, accompagnées par Madame Romuald, et on parlera de la mobilité, de la préfiguration de la plateforme de mobilité, son intérêt, comment ça fonctionne, comment ça peut aider les jeunes Guadeloupéens qui ont besoin de mobilité pour la recherche d'un emploi. Tout de suite. Voilà, il est déjà 13h03. Dans un instant, nous aurons avec nous, elles sont déjà là d'ailleurs, Madame Sabine Lautric, bonjour, annoncez-elle, oui. Madame Evelyne Ellis, bonjour. Bonjour. Et Madame Catherine Romuald, bonjour. Je n'ai pas donné votre titre, alors Madame Lautric est directrice de Mobile, c'est bien ça? Mobiles, oui. Evelyne Ellis, elle est coordonnatrice, administratrice de la Maison de l'Insertion. C'est ça. Merci. Et Mme Romuald, elle est directrice générale adjointe de l'insertion conseil départemental général. Merci. Et on va parler de la plateforme de mobilité. On va savoir à quoi ça sert. Mais avant, un petit retour sur l'actu avec Iman d'abord. Alors, retour sur l'actualité, on a déjà traité de la remise du prix Carubule, donc un concours BD qui a été organisé et dont les prix ont pu être dévoilés. On a parlé aussi de l'Olympiade régionale des métiers. Donc, une présentation a été faite pour permettre de dévoiler les métiers qui seront en lice pour ce concours, présenter les différentes étapes de cette compétition. On reviendra sur l'UNSS Art et Danse qui a organisé une journée porte ouverte au lycée Faustin-Fleurette et de la première édition de Noël à Trois-Rives, donc l'occasion de... À Trois-Rives. Trois-Rives. Non, à Trois-Rives. À Trois-Rives. À Trois-Rives. Trois-Rives. Voilà, c'est pas la même. On peut dire qu'il est Trois-Rives, là, ça. On reviendra sur ces sujets tout à l'heure, peut-être un Trois-Rivières. Et tout de suite, on va faire le choucamo. Tout de suite, on commence. C'est prêt? Non? Oui, c'est parti.
Alors, voilà, parole à pays là, comme tous les jours, jeudi 14. Alors, jardin loin, gombo gâté, oui, c'est une formule qu'on utilise souvent ici. Loin des yeux, loin du cœur, c'est l'équivalent. Hein. Les jardins au loin, ben, gombo la gâté. Deuxième chose, le ZCL Gold Nostalgie. Alors, on va écouter comme chaque jour une chanson d'une époque. Une époque pas trop ancienne quand même. Et c'est Patrice Hudman qui est aujourd'hui notre artiste invité. Il est né à Marguerite, il a choisi très jeune le métier d'artiste. C'est son prof de musique de 5e qui a vu en lui une petite flamme, c'est ce qu'il nous a raconté. Grâce à sa voix, il a vécu de belles expériences avec le groupe Quibi. Il faisait de l'oral, mais aussi en tant que choriste ou chanteur aux côtés d'autres artistes, il s'est révélé au grand public. C'était en 2008, grâce au titre Chabine qu'il interprétait à l'époque avec Fekli. Patrice Hudman, pendant longtemps, il a fait du Saint-Éloi, et puis maintenant, mais voilà, il est au groupe Kassav. On va écouter une de ses chansons qui a cartonné il y a quelques années, 6 ans à peu près. Je suis sûr que toutes ces dames connaissent Patrice Hudman. Non, personne ne le connaît? Oui, quand même. Voilà. On va écouter un petit peu, on sait le nom. Ok, avec l'anglais, allez. Que faire sourire les envie pleurer. Serrer mes awa dans ton moins. Pour nous avancer ensemble. Mais y'a pas parce qu'elle nous aime nous. On doit oublier ça moyen. Qu'on est la journée et l'ennui. Moi ni défaut, moi aussi. Moi c'est un homme seulement. Moi pas bon Dieu, non, non. Moi c'est un homme seulement. Moi j'en moyen passe. Moi c'est seulement, pas essayer changer, moi c'est un homme seulement, délai ou qu'à sourire, bon moi, et sa belle console est qu'à lever, la vie trop coûte pour gaspiller, pas laisser trop s'amarrer nous, les amis qui viennent pas les bas, sont je sais couteau celles qui savent. C'est vrai, c'est moi ou choisi, tant pis, soufflez pas, oubliez moi, c'est un homme seulement. Moi, pas bon Dieu, non, non, moi, c'est un homme seulement. Moi, j'en moyen passe, moi, c'est un homme seulement. Pas essayer changer, moi, c'est un homme seulement. Exprès parce qu'il n'y a que des femmes. Voilà, bien. Alors, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses. On va parler de la mobilité sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est exactement la mobilité sociale et solidaire? Avant de parler de la plateforme, puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent du RSA quand même s'il y a une petite baisse. Madame Romuald. Oui, effectivement, on a une baisse. On est parti de 41 000 allocataires. Il y a peut-être à peu près 2 ans, nous sommes actuellement un peu moins de 38 000 allocataires, 37 760 exactement. Alors, pourquoi parler de mobilité solidaire? Parce que nous avons fait le constat, lors d'un diagnostic qui a été réalisé auprès des publics en insertion, qu'ils étaient confrontés pour beaucoup d'entre eux à un frein lié à la mobilité. Donc, quand ils doivent aller en formation, quand ils doivent se rendre à un rendez-vous médical ou peu importe, aujourd'hui, on a des personnes qui souffrent sur ce territoire et donc qui ne peuvent pas arriver à l'heure et qui ont des difficultés donc à se déplacer aussi vu le coût des transports. Du coup, la collectivité départementale qui a pour mission d'accompagner l'insertion des bénéficiaires du RSA à travers son programme départemental d'insertion a décidé donc de se saisir de ce sujet. Et nous avons contractualisé depuis 2 ans avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui avait prévu donc des crédits pour favoriser et développer la mobilité solidaire sur le territoire. Donc c'est ça, c'est permettre à des citoyens, demandeurs d'emploi, des jeunes, des bénéficiaires du RSA, des personnes en situation de handicap ou des seniors qui sont à la recherche de l'emploi, qui sont dans des démarches d'insertion, et bien d'avoir recours à des solutions de transport sur ce territoire. Ça veut dire que le transport est mal organisé en fait? Alors en fait, je ne dirais pas cela. Alors vous savez que la compétence transport est une compétence de la collectivité régionale et qui actuellement s'organise. Il y a quand même des choses qui sont mises en place sur le territoire, mais nous avons souhaité, en tout cas, à travers le programme départemental d'insertion, de nous adresser tout particulièrement à ces publics qui sont en recherche d'emploi et
de pouvoir leur apporter des solutions pour se déplacer. Alors, je vais poser la question tout à l'heure à Mme Lautric sur Mob Hills, mais si à 18h30 je vais à la Saint-François, je suis à Basse-Terre, je ne suis pas sûr que je vais trouver un bus pour ça. Alors voilà, la mobilité solidaire, c'est pas que les bus. Oui. C'est ça Non, mais je parle juste de citoyens lambda qui veut se déplacer, puisqu'on dit que la collectivité régionale s'occupe du transport, je ne sais pas comment elle s'occupe. Bon, alors Madame Lautric, bonjour, merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que c'est Mob Hill? J'ai même cru que c'était, vous parlez, je dirais, responsable des mobiles. Non, pas du tout. Alors le MOB, c'est pour vraiment faire écho à la mobilité. Au déplacement. Oui. Et Hill, c'est pour représenter notre caractère archipélagique. Ah. Voilà, Guadeloupe continentale et des dépendances. Puisqu'effectivement, la plateforme. Ah, il ne faut plus dire dépendance, les gens ils n'aiment pas ça. Attention, alors dites-moi. Non, les îles de Guadeloupe. Les îles de Guadeloupe. CTIG, île de Guadeloupe. On ne dit pas les CTIG, île des dépendances. On dit bien. Oui. Alors, écoutez, notre plateforme Mob Hills, dorénavant, dessert les îles de Guadeloupe. Voilà, c'est parfait. Voilà. Oui. Et donc, nous avons cette vocation, tout à l'heure, Mme Romuald en a parlé, mobilité solidaire pour nous, c'est vraiment cette vocation à redonner de l'autonomie aux usagers sociaux, que sont nos jeunes, nos personnes âgées, nos bénéficiaires du RSA, nos allocataires CAF. Et vous l'avez mentionné, c'est-à-dire que demain, un usager social nous appelle, nous allons effectivement articuler l'offre de transport public, mais également les bouts de solution de l'offre de solidarité que nous proposons. Oui. Donc l'exemple de 18h30, vous aurez effectivement possibilité de bénéficier de l'autopartage, usager social, je dis bien, génial, de l'autopartage, du taxi social, mais tout ça, ça part d'un diagnostic en amont. Oui, j'imagine un diagnostic. Alors, la situation était laquelle au départ? Alors, il est vrai que le diagnostic territorial a révélé un certain nombre de problématiques que nous connaissions peut-être de loin, mais le diagnostic a corroboré l'ampleur des difficultés et l'enjeu de cette mobilité pour ces usagers. Il faut savoir aujourd'hui qu'un usager social sur 2 renonce à se déplacer, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une formation ou d'un stage. Tout à fait. Il faut savoir aujourd'hui que c'est un public qui, par dépit, se retrouve à marcher pendant des heures durant pour pouvoir rejoindre certaines fois un abri de bus ou pouvoir faire leur démarche de vie quotidienne. Donc c'est aussi cela la réalité. Alors comme vous êtes Mob Hill, ceux qui sont dans les îles du Sud, par exemple, Margarante, les Saintes-Désirades, comment ils font? Eh bien, justement, avec votre système. Parce que nous, Mob Hills, nous sommes implantés en Guadeloupe continentale, mais nous avons des relais opérateurs sur les îles de Marie-Galante, les Saintes, etc. Elle a bien retenu la leçon. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y aura une offre spécifique pour l'intermodalité maritime-terrestre, c'est-à-dire que nos usagers de terre de bas, de terre de haut pourront bénéficier de location de vélos cargo triporteurs, pourront bénéficier de chauffeurs solidaires une fois arrivés à la gare maritime pour pouvoir se déplacer, se rendre au Pôle emploi, par exemple, à la CAF, etc. Alors, le petit véhicule qu'on vient de voir là, juste avant le SBAR, qu'est-ce que c'était? On revient sur le petit véhicule. Oui. Alors là, vous voyez, nous avons répondu aux besoins exprimés, aux attentes formulées par le public social lors du diagnostic et ils nous ont beaucoup mis en difficulté le vélo 2 roues mécanique. Donc, alors vous savez bien que nous sommes sur un territoire, nous utilisons les mêmes routes, donc nos routes sont saturées. Donc il est important pour nous d'apporter une solution de mobilité au travers du vélo, mais un vélo qui soit robuste, maniable et à la fois assistance électrique, qui permette justement à ce public de faire leurs courses du quotidien, de se déplacer de manière périurbaine. Donc voilà, donc c'est en ce sens que nous avons pensé le vélo d'une nouvelle manière. Donc, on parle de vélo cargo triporteur. Alors, je reviens vers Mme Élise, coordonnatrice administrative de la maison de l'insertion. Alors, dans ce dispositif, quel est votre rôle? Alors, puis-je déjà présenter la maison de l'insertion pour mieux comprendre après? D'accord. Allez-y. Alors, la maison de l'insertion, à la base, c'est une association qui a été créée en 1997. Nous avons obtenu un agrément de la CAF en 2020. Donc, nous sommes passés centre social. Nous avons mis en place l'accompagnement à la mobilité en 2022. Donc, c'est un dispositif qui existait déjà. Donc, pour la population de Goubert. Donc, il y a eu l'appel à projet avec le département que nous avons répondu. Nous sommes lauréats. Donc, c'est un dispositif qui permet, on va dire, qui a pour objectif de réduire les inégalités, de favoriser l'accès aux droits et de créer le lien social. Et c'est un dispositif qui permet à la population, on va dire, nous sommes sur 3 zones, Goubert, Vieux-Fort et Trois-Rivières. Donc nous avons étendu les activités en dehors de Goubert, donc maintenant nous sommes sur les trois communes. C'est un début ou bien c'est... Pardon? C'est un début d'implantation Sur Vieux-Fort et Trois-Rivières, oui. Nous étions auparavant seulement sur Goubert.
Et vous allez continuer à étendre pour vos le moment, activités? on va dire que c'est Vieux-Fort, Goubert, Trois-Rivières. Oui. Après, il y a d'autres. Oui, voilà, si la Ah, il y aura situation... d'autres. Il y a Ok. d'autres opérateurs qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet que Mme Elis évoque et qui sont des solutions qui vont venir compléter l'offre de la plateforme en fait. D'accord. Donc elles sont réparties sur l'ensemble du territoire. Quand même. Oui. Alors, je reviens à Mme Lotti. Comment ça fonctionne concrètement? Par exemple, je suis qu'il y a un demandeur d'emploi qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui à l'ANP, enfin au Pôle emploi ou autre part. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire s'il n'habite pas le Moulin? Alors très concrètement, donc l'usager social appelle et contacte la plateforme au 0800 102 201. Donc c'est un numéro. Allez, il faut que je note. 0800 102 201. Voilà. Et là, c'est un numéro gratuit, c'est une porte d'entrée unique. Donc ça veut dire qu'importe la question de mobilité que se pose l'usager social, il n'a plus besoin de se disperser. Tout est réuni au même endroit. Donc cet usager va se voir accueillir par un conseiller mobilité qui va effectivement faire un premier accueil, l'informer, le diagnostiquer et ensuite l'orienter vers un bouquet de solutions. Donc la solution peut très bien être de la location, du covoiturage solidaire, du taxi social, etc. en fonction de sa situation et de son besoin de mobilité, qu'importe le lieu sur le département. Alors, depuis l'inauguration, il y a quelques semaines de Mobile, est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'est déjà en route, comme on dit? Alors, effectivement, ça a empointé la route, mais nous contenons un petit peu les demandes. Pourquoi? Parce que nous devons nous outiller. Vous avez vu tout à l'heure nos vélos cargo triporteurs. Nous devons les répartir et bien mailler le territoire. Nous devons aussi nous articuler avec tous les opérateurs qui portent des initiatives de mobilité sur le territoire. Donc, le bébé est bien en train de marcher. Nous allons courir d'ici 2024. Il est à quatre pattes ou déjà il commence à se mettre debout, là, correctement. C'est bon signe. Alors, Madame Romuald, vous êtes, je reprends, directrice générale adjointe de l'insertion. Comment vous gérez tout ça depuis le conseil départemental? En fait, donc, les lauréats ont été désignés. Oui. Donc, il y a des conventions qui ont été passées avec tout le monde. Je crois que tout le monde a signé sa convention à l'heure où je parle. Oui. Et donc, aujourd'hui, notre point d'entrée, c'est quand même Mobiles. C'est avec Mobiles que nous travaillons dans le cadre d'un partenariat resserré. Et les comités de pilotage, en fait, se mettront et le suivi se mettra en place avec eux. Oui. Donc, ce suivi, et d'ailleurs, les 8 opérateurs qui ont été retenus, si vous permettez que je les cite rapidement, la SAS déposée, donc qu'on connaît déjà sur le territoire, qui faisait déjà du transport solidaire, le Secours Adventiste Archipel Guadeloupe qui va nous proposer des comobilités pour les salariés dans les structures d'insertion par l'activité économique, ça c'est important. La maison familiale Côte sous le vent qui développe une auto-école solidaire. Alors c'est important, on dit 2 petits mots rapidement sur les auto-écoles solidaires parce que le produit est destiné particulièrement aux demandeurs d'emploi qui sont en difficulté quant à la lecture, les savoirs de base, donc en situation d'illettrisme. On peut être en situation d'illettrisme, mais quand même être accompagné pour passer le permis. Voilà. Voilà. Donc, alors, on a des techniques aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, il y en a une au Moule, auto-école solidaire, et donc nous avons conventionné une sur la Basse-Terre aussi pour que de chaque côté de la Guadeloupe, nous puissions avoir ces solutions. Le GIAC Archipel Guadeloupe qui nous proposera bientôt la solution Mobilisi et la maison de l'insertion, et puis bien sûr SOS Solidarité qui porte 3 projets. Donc, l'ensemble de ces projets-là, nous allons les suivre à travers les conventions que nous avons mises en place avec les opérateurs. Donc, Madame Lotti, 15 voitures électriques sont prévues? Alors, pas que 15 voitures électriques, parce que Mme Romuald parlait d'une convention avec le GIEC, qui effectivement disposera d'une flotte beaucoup plus conséquente et qui va pouvoir s'intensifier au fur et à mesure de 2024. Là, vous mentionnez peut-être la flotte des voiturettes électriques. Oui, les voiturettes électriques. Effectivement, donc vous avez la flotte des voiturettes électriques, pas que, vous avez les vélos cargo, triporteurs à assistance électrique, vous avez aussi des scooters à assistance électrique. Mais alors, j'ai envie de comprendre quand même, ces voiturettes, quel va être leur aussi au cuit globalement? Alors, tout dépend. Là, c'est vraiment destiné à l'usager social en périurbain. Ça veut dire dans une autonomie de 75 km autour de son habitation. C'est-à-dire du Moule jusqu'à? Pas forcément du Moule. On prendra Marie-Galante. On prendra Marie-Galante, par exemple. On pourra quitter Grandbourg et faire le tour et pouvoir vaquer à ses occupations, qu'il s'agisse de la vie quotidienne ou également en faveur de l'emploi. Oui. Et si on prend Saint-Claude où il y a beaucoup de côtes, etc., comment ils vont faire pour... Eh bien, vous savez, c'est une voiture comme toutes les voitures, donc il faudrait qu'on pose la question. Il n'y aura pas de vélo, là.
ça, de vélo électrique? Alors, lorsqu'on parle du diagnostic, c'est justement affiner. Oui. Donc, un usager qui nous appelle de Saint-Claude et qui nous dit qu'il a besoin du vélo pour aller faire ses petites courses le matin, le vélo cargo de porteur, pour faire ses petites courses du matin, si effectivement il nous dit que le premier hyper, super, ou est à 45 km, pensez-vous, non, nous n'irons pas sur du vélo cargo de porteur. Le diagnostic permet véritablement d'affiner en fonction Non, mais des je comprends besoins. que le diagnostic a été important pour pouvoir établir les besoins, C'est ça. premièrement, et puis affiner au fur et à mesure. Parce que Et là, en fonction des déplacements, parce Oui. qu'il est possible qu'il s'agisse de déplacements réguliers ou de déplacements occasionnels. Oui. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un vélo pour aller à un rendez-vous qui s'opère une fois dans le mois? Oui. Là, on mettra plutôt, par exemple, un bus à la demande. Ou On un mettra plutôt covoiturage. un covoiturage solidaire. Vous voyez, en fonction des besoins, en fonction de la situation, on va nous ensuite adapter la réponse. Parce qu'il y a de plus en plus de job dating maintenant. Alors, quand il y a un job dating, ils sont nombreux, les demandeurs. Comment ça se gère, ça? Eh bien, nous avons pour exemple le job dating qui s'est tenu le 30 au Oui. Forum de la Solidarité au Palais des Sports. Nous avons acheminé 6 bus de personnes, de bénéficiaires de minima sociaux. Nous les avons récupérés, nous avons maillé l'ensemble du territoire. Nous avions des départs au niveau de Basse-Terre, des départs au niveau de Vieux-Fort, des C'est bien départs... organisé. On travaille. Non, je vous dis ça parce qu'il faudra peut-être dire ça, M. Chalus. Bon, alors... Nous travaillons en synergie coopérative, cher monsieur. J'ai bien compris. Transport en commun plus petit bout de J'ai solution bien avec l'offre compris. solidaire. Je reviens sur la maison d'insertion. Alors, comment vous allez vous développer, vous, entre Bastère, Goubert, Trois-Rivières? Vous êtes Goubert, Bastère, Trois-Rivières, etc. Et après? Alors, nous avons un véhicule et un chauffeur. Oui. Donc, sur les trois zones, nous avons pris des contacts avec les municipalités Oui. pour pouvoir mieux organiser le dispositif. Donc, nous fonctionnons avec un système d'inscription. Nous avons notre fiche d'inscription. Oui. On connaît le bénéficiaire. Oui. Ah, vous les connaissez? Ben oui, on prend les inscriptions. Donc, du coup, à la base, on les connaît, on sait où les récupérer, on connaît les situations. Donc, il faut savoir que le dispositif est destiné aux bénéficiaires du RSA, aux chômeurs de longue durée, personnes en situation de handicap ou personnes âgées isolées. Oui. Donc, ce sont des personnes qui rencontrent des difficultés au quotidien pour faire les démarches, pour faire des actes tout simples, pour se déplacer au quotidien. Donc, du coup, nous, on nous contacte, on prend un rendez-vous et après, on va récupérer les bénéficiaires. Alors, je reviens quand même, sans vous embêter sur ce que vous avez dit. Alors, la maison d'insertion fonctionne pour l'instant entre Trois-Rivières, Goubert, etc. Mais est-ce que vous pensez vous développer vers d'autres territoires? Pourquoi pas après, s'il y a des financements et que le président, M. Jouy, Mais Madame Romuald est là, c'est le il moment. souhaite étendre encore plus les activités, pourquoi pas? Alors, je pose la question à Mme Romuald, justement. Sur un appel d'offres qui a eu lieu, vous avez conventionné avec la maison d'insertion. Est-ce qu'il y a un développement prévu? Alors, actuellement, ça va se faire? Oui, enfin, actuellement, on a engagé 1 million d'euros donc, sur la mobilité solidaire. Effectivement, dans le budget prévisionnel de l'année 2024, il y a encore des crédits qui seront consacrés donc, à la mobilité. D'ailleurs, nous avons un gros travail de consolidation de la plateforme puisque nous avons mis des crédits d'amorçage en cofinancement avec les services de l'État. Et nous travaillons là aujourd'hui à voir dans les 5-6 ans comment est-ce que nous allons consolider le financement de la plateforme et bien sûr, des opérateurs qui vont être arrimés à cette plateforme. Donc, il y a une réflexion qui est en cours à travers la mobilisation notamment du Fonds social européen. Ça veut dire que c'est un dossier qui va s'étendre, qui va prendre route, j'ai envie de dire. C'est cela, Oui. c'est cela. Oui. Et Madame Lautric, vous allez continuer vous aussi à développer Mob Hills? Complètement, puisqu'effectivement, là, nous avons parlé de la voie téléphonique. Prochainement, nous allons développer notre application numérique, Mob Hills. Donc, il y aura cet accès numérique aussi, notamment pour nos jeunes ou nos bénéficiaires. C'est très moderne, finalement. Très moderne, à écouter. Et puis, nous allons continuer, effectivement, à travailler en synergie coopérative. Vous l'avez quand même pointé du doigt. La mobilité, c'est un enjeu de société. C'est clair, Qu'il s'agisse de l'usager social ou du conducteur lambda. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de pouvoir en tout cas développer la mobilité douce, la mobilité durable et permettre aux personnes de partager leur voiture. Donc lutter contre l'autosolisme, permettre aux citoyens lambda... J'aime bien l'autosolisme. L'autosolisme, une voiture, une personne. Et nous, ce qu'on voudrait justement, c'est appeler ces personnes à se rapprocher de la plateforme, l'usager lambda, pour devenir des chauffeurs de covoiturage et venir renforcer cette communauté.
Alors, donc c'est un appel. Madame, oui, s'il vous plaît. C'est un Uber solidaire. C'est ça, c'est un Uber solidaire. Donc ça suppose que le citoyen lambda peut très bien rejoindre une plateforme telle que Déposer, Carrosse ou etc. et ensuite se voir transporter une personne de manière sécure. Oui. C'est ça, de manière sécure. Madame Lotexi, moi je suis en panne, est-ce que... Alors, cher monsieur, je vous dirais que il saura vous apporter une information. Ah, c'est vrai quand même. Mais par contre, Mobiles pourra vous accompagner, mais sur des tarifications totalement différentes. D'accord. Ah, d'accord. Tout à fait. Donc, le modèle économique voudrait qu'à l'avenir... Oui, j'ai vu que votre budget prévisionnel... Bon, enfin bon. Alors, Madame Romuald, on va conclure. Globalement, cette opération de plateforme mobilité, est-ce que vous en êtes déjà satisfaite? Il y a encore des extensions. Comment vous voyez un petit peu l'avenir? Parce que quand vous dites ça, il y a des gens qui sont dans des territoires où il n'y a pas encore mobiles. Je pense par exemple dans le sud, le grand sud de Basse-Terre, etc. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, on va poursuivre, c'est ce que je disais, l'engagement de la collectivité envers ses bénéficiaires du RSA, en tout cas, elle est totale et plus largement vers les demandeurs d'emploi. Donc oui, on va continuer à travailler, à déployer le dispositif. Alors, j'annonce qu'on travaille actuellement à une grande campagne de communication à partir de l'année prochaine, donc à partir de janvier. Nous sommes en train de travailler avec le service communication de la collectivité départementale à faire savoir sur le territoire l'existence de la plateforme et des autres solutions. Ça veut dire qu'on n'a pas fini de vous voir. Je ne crains que ça ne fait que commencer. Non, mais enfin, bon, c'est pas un reproche. Non, mais c'est important parce qu'en fait, je me rends compte bien que j'ai connu un demandeur d'emploi à Cap-Esther qui devait venir sur Pointe-à-Pitre, mais il ne pouvait pas. Donc, c'est la fin de ce genre de situation. Bon. On y travaille. Non, alors on va conclure. Juste un petit mot quand même sur l'avenir. Madame Romuald a donné son petit mot. Votre mot, Madame Lotric. Mais écoutez, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment inviter les usagers sociaux à anticiper leurs déplacements pour favoriser les réponses que nous allons leur apporter. Et que dorénavant, ils ont quand même cette plateforme d'information disponible au 0800 102 201, numéro gratuit. Madame Élise. Alors, moi, je dirais que c'est un dispositif qui est fait pour vous, je dis vous, pour la population Gobert, Vieux-Fort, Trois-Rivières. C'est à vous maintenant de vous approprier de ce dispositif-là et de vous dire, vous avez besoin d'aller à un rendez-vous professionnel, vos courses, un rendez-vous médical, contactez la maison de l'insertion au 05 90 98 94 71, 06 90 62 41 60. Vous pouvez reprendre parce que je n'ai pas eu le temps de noter. Les gens qui devront noter non plus n'ont pas eu le temps de noter. 05 90 98 94 71. Oui. 06 90 62 41 60. 41 60. C'est ça. Oui. Donc, Madame Romuald, on n'a pas tout dit aujourd'hui. Non, je pense que il faut que la plateforme puisse rentrer dans les consciences. Il faudra faire un petit teaser peut-être. Voilà, c'est ça. Il faut un petit teaser, on va diffuser ça là. Comme ça, les gens sauront que vous existez. Le délai de traitement entre le moment où on appelle la plateforme et où la personne peut être prise en charge. Alors tout dépend. On peut avoir un besoin immédiat. Donc monsieur tout à l'heure parlait de l'entretien d'embauche. Donc là on ne peut pas lui dire dans un mois vous avez une solution. Donc là effectivement le conseiller mobilité met tout en œuvre pour y répondre rapidement, que ce soit par de la location, du covoiturage ou autre dispositif. Mais on a aussi la possibilité d'accompagner sur du long terme. C'est-à-dire qu'on a un projet d'entretien, on a un projet d'emploi ou de formation dans 4 mois. Rien n'empêche qu'on se rapproche de la plateforme Mobiles et qu'on commence déjà à lever le frein de la mobilité. Votre appli sera prêt dans combien de temps? Dans même pas 2 semaines. Même pas 2 semaines. Bon. J'attends de voir. Bien, en tout cas, on vous remercie, mesdames, d'être venues. C'était intéressant. C'était surtout important pour les demandeurs d'emploi et les gens du RSA. Alors, c'est limité uniquement aux demandeurs au RSA pour l'instant? Non, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux, on va dire les jeunes, notamment ceux qui sont en apprentissage, ça leur est éligible, les seniors et les travailleurs en situation de handicap. Voilà. Ben, merci, mesdames. Il est 13h29. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZCL. À bientôt. Oui, bien voilà, il est déjà 13h35. Nous vous remercions d'être avec nous aussi fréquemment. Et on va parler d'information. Mais tout à l'heure, on va entrer en contact avec M. Baya. C'est un écrivain qui n'est pas en Guadeloupe. Nous l'avons au bout du fil. M. Baya, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je pense que vous avez sûrement une actualité si vous avez souhaité intervenir sur nos médias. Tout à fait.
J'ai deux activités pour ainsi dire. J'ai une activité concernant la biodanza avec un stage qui sera donné le dimanche et le lundi avec des dédicaces de mon livre justement à culture. Oui. Alors, vous organisez une séance de dédicace, c'est lundi, on le savait. Mais alors, cet ouvrage que vous avez sorti, Renaître à une vie d'abondance, qu'est-ce que c'est exactement, Renaître à une vie d'abondance? Ah bien, renaître à une vie d'abondance, c'est renaître à nos potentiels habituels, nos potentiels normaux. Parce que nous avons plein de potentiels en nous, mais ces potentiels n'arrivent pas forcément à se mettre au bout du jour. Oui. Mais il y a une méthode pour ça? La biodanza est une danse qui a été inventée par un Chilien qu'on appelle Rolando Toro Araneda et qui se propose d'être un système d'épanouissement des potentiels humains. Donc on va travailler particulièrement sur la chaîne émotionnelle, sur toutes les chaînes émotionnelles, de façon à permettre que le corps puisse retrouver sa mobilité au moment où on est, quoi. Parce que quand on est, on a toutes les possibilités. Mais par contre, c'est comme une graine. Dans une graine, il y a tous les potentiels. Mais est-ce que tous les potentiels qui sont contenus dans la graine vont trouver leur expression, trouver la vie totale? Si la graine ne tombe pas dans la terre, il n'y a rien du tout qui peut se passer. Et en fonction de comment est la terre, c'est-à-dire les conditions qui ont été mises à disposition, la graine va s'éclore ou ne va pas s'éclore. Et c'est exactement la même chose pour un être humain. Mais alors, comment on accède à la biodanza? Comment ça commence au début? Sur quel rythme vous faites la biodanza? Alors, la biodanza, c'est une danse qui est basée sur toutes les musiques du monde. Donc, il n'y a pas une appartenance particulière. Toutes les musiques du monde sont représentées. Et donc, les musiques sont choisies. Elles sont choisies en fonction de ce qu'amène la musique. On sait de plus en plus maintenant que certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson sont soignées directement à base de musique. Les musiques qui ont une certaine fréquence dans la courbe musicale. Oui. Et donc, à partir du moment qu'il y a une organisation d'un cours, ce cours suit une courbe. Et cette courbe est une courbe qui permet justement au système nerveux autonome de remplir complètement sa fonction. Dans une première phase qui est la phase adrénergique, de laisser qu'il y ait suffisamment d'adrénaline qui monte pour pouvoir permettre l'action. Et dans une deuxième phase, de réveiller le parasympathique qui a pour but d'amener à la relaxation et à la détente. Et cette relaxation et détente amène à une intégration qui permet justement de se réapproprier de tous les potentiels qui sont en nous. Mais alors, c'est un mélange entre la musicothérapie et peut-être même une chorégraphothérapie. J'ai l'impression que c'est un mélange des deux, de la danse et de la musique. C'est beaucoup plus qu'un mélange des deux parce que c'est une discipline qui a été véritablement réfléchie et scientifiquement avec, puisque Rolando Toro Araneda, il était psychiatre, mais il était entouré également de beaucoup de neuroscientifiques et avec ces neuroscientifiques, ils ont fait des tests pour pouvoir voir le comportement de la musique associée au mouvement, associée à la danse. Et la danse, c'est pas une danse, une chorégraphie qu'on danse. Parce qu'on apprend à laisser le mouvement naturel du corps. On laisse le corps. Donc, tout le travail que je fais dans un cours de biodanza, c'est de permettre aux personnes de danser des danses qui sont tout à fait simples. Par exemple, marcher. La marche, c'est une danse également. Elle est considérée pour nous comme une danse. C'est une danse qui va nous mettre en activité, qui va nous permettre d'avoir un pas qui est suffisamment grand pour pouvoir débloquer au niveau des hanches, au niveau du bassin, toutes les zones qui ont été bloquées, qui ont été inhibées, et de façon à retrouver tous les pleins potentiels que ces régions du corps peuvent permettre d'exprimer. Ça veut dire qu'il y a des danses plus expressives que d'autres dans le biodanza? Tout à fait. C'est justement ça. C'est dans la partie adrénergique, justement. Il y a des danses qui sont avec plein de vitalité, plein de dynamisme, et elles sont basées justement pour pouvoir réveiller nos différents instincts que nous avons.
Et puis, dans un deuxième temps, elles vont être cholinergiques et donc travailler sur le système parasympathique, comme je disais à l'instant, et donc de façon à ramener du bien-être, de la paix intérieure et permettre qu'il y ait une intégration de tous nos potentiels qui ont été plus ou moins inhibés dans notre jeune enfant. Alors, si quelqu'un qui nous écoute en ce moment veut faire de la biodanza, quelle est la méthode? Comment faire? Ah ben, la méthode à faire, c'est justement de venir dans un premier cours comme celui que je vais donner vendredi. Oui. Et, pas vendredi, pardon, excusez-moi, dimanche. Oui. Dimanche 17. C'est à la Case Angélique en Guadeloupe. Oui. Et donc, avec ce premier contact, je pourrais revenir en Guadeloupe, puisqu'à ce que je sache actuellement, il n'y a pas de professeur en Guadeloupe. Donc, je pourrais venir en Guadeloupe pour pouvoir animer des cours et que ce soit avec un agréable plaisir. Bien. Que je pourrais faire. Et entre-temps, il y aura la signature de votre ouvrage lundi 18 à Cultura, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Le 18 à Cultura, j'attends les collègues guadeloupéens et guadeloupéennes de façon à venir nombreux pour pouvoir... on est en pleine période des fêtes, donc de recevoir leur exemplaire dédicacé. Bien, écoutez, M. Bayard, on vous remercie. Et puis, on vous attend lundi et peut-être vous recevoir en direct sur le plateau. D'accord, très bien. Allez, merci. Je vous remercie infiniment et au revoir, chers auditeurs et auditrices de la Guadeloupe. À très bientôt. Il est 13h43. On revient à l'actualité. Les deux derniers titres avec Iman News qui sourit parce qu'il va apprendre la biodanza. Alors, à la biodanza, on avait fait déjà venir une chorégraphe qui était venue, c'était à Marilis, je ne me rappelle plus de son nom, mais il était déjà venu, donc la biodanza, ça a déjà eu lieu ici. Non, mais c'est une activité très intéressante, voilà, pour libération des émotions. Bon, tu vas prendre contact avec M. Bayard. Ah bah oui, pourquoi pas. On va parler de danse, on va faire un pas de danse, mais au lycée Faustin Fleurette, qui organisait sa journée porte ouverte, donc justement avec le lancement de l'année danse au niveau de l'UNSS Art et Danse, et à permettre de faire connaître cette filière. On va voir un reportage de Max Morel. C'est une journée porte ouverte. Cet après-midi, c'est l'après-midi de l'UNSS, avec les chorégraphies que les collègues ont fait travailler à leurs élèves déjà depuis le début de l'année et qu'ils sont en train de reproduire avec un travail sur les jeunes officiels, on regarde, on a des retours poétiques et donc voilà, ça lance un peu l'année danse et c'est le 13 décembre comme chaque année. Ça permet de renforcer la cohésion des élèves et de les impliquer plus après dans leur motivation à apprendre, à faire ensemble. Tremplin qui permet aux élèves d'une part de pouvoir s'exprimer dans le cadre de l'UNSS, et c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, et d'autre part de pouvoir prendre connaissance de ce qui se fait au lycée avec la spécialité art-danse. C'est une manière pour moi de promotionner l'excellence qu'il y a dans ce lycée Faustin Fleurette. La spécialité n'existe qu'ici et jusqu'à présent, depuis 7 ans, je touche du bois, on a 100% de réussite au baccalauréat. On a des élèves qui reviennent. Parmi les intervenants, il y en a qui sont maintenant, qui étaient des anciens élèves d'art-danse et qui aussi étaient des anciens de l'UNSS. Donc, je suis fière, je vais dire ça, je suis fière de moi, je suis fière de ce lycée et je suis fière de la Guadeloupe. Trop court, mais on va continuer à danser vers Noël. Donc Noël qui est là dans 10 jours et la première édition du Noël aux Trois-Rivières a eu lieu. C'était l'occasion pour le CCAS de recevoir les parents et les enfants autour de stands de Noël et de préparer la magie de cette fête. On va voir un reportage d'Olivier Félix. Première édition du Noël aux Trois-Rives, donc manifestation importante pour nous. Durant les vacances, c'est vrai que nous réunissons les artisans, les agriculteurs dans le cadre du Trois-Rives Festive. Ça, c'est pour la fête de Trois-Rivières. Et aujourd'hui, nous avons voulu déjà dans un premier temps recevoir les parents. Il y a plus de 150 enfants donc à l'OSBF actuellement avec leurs parents donc dans le cadre du Noël organisé par le CCAS. Et ensuite, ils pourront
ils pourront se balader à travers les stands qui sont là, des stands de Noël, pour bien montrer que Trois-Rivières, nous sommes dans cette magie, nous sommes aussi dans ce temps de partage, ce temps de convivialité. À l'issue de tout cela, les associations vont pouvoir se produire ce soir dans le cadre de Grand Chantin de Noël. Donc c'est dire que ce temps de fête, ce temps de partage, nous l'avons compris et c'est la raison pour laquelle nous voulons les partager avec notre population et avec tous les visiteurs qui s'y rendront sur Trois-Rivières. C'est vrai que vous pouvez trouver des denrées agricoles, vous allez trouver une foire culinaire avec une déclinaison de saveurs rappelant Noël et ses traditions. Et puis vous avez d'autres artisans qui sont là, soit en confection au niveau du tissu, avec du wax. Vous avez des personnes qui vont présenter leurs plantes. Et voilà, donc c'est très large, c'est très varié. Et vous avez une offre aussi diverse qu'attrayante autour de la tradition de Noël. Cette année, nous observons que ce sont les familles vraiment qui se sont déplacées. Le père, la mère, les mamans, les grands-mères, les personnes se sont vraiment déplacées. Ce qui nous permet également de dire que voilà, le CCAS continue son accompagnement dans le cadre de la politique auprès de la famille. Voilà, bien, c'est pratiquement fini pour aujourd'hui. On fait un petit rappel et on revient avec Iman avec plaisir. Alors, rappel sur l'actualité, nous avons parlé de la remise du prix du concours BD Caribule. Donc Deuxième édition. Deuxième édition. Oui, ça fait déjà 12 éditions. Ouais. Voilà, donc... Et on a présenté la 13e édition. Waouh, donc 2024 sera un grand cru, voilà. Il s'agissait aussi de l'Olympiade régionale des métiers, donc où des métiers vont concourir à l'initiative de la région en différentes branches, installation électrique, réfrigération, technique auto. C'était l'occasion de mettre en avant les compétences de nos jeunes. On vient de parler de l'UNSS Art et Danse, où une journée porte ouverte a été organisée, ainsi que de la première édition du Noël aux Trois-Rives. Bien. Bon, alors, sinon, nos invités aujourd'hui, nous avons reçu en début du 7e, M. Georges Larson-Bondy. C'est un enseignant-chercheur. Il a la retraite, mais pourtant, il continue à travailler puisqu'il va présenter demain une conférence très intéressante sur la naissance de la paysannerie libre dans la Guadeloupe esclavagisme. Ça se passait, il a expliqué tout à l'heure, dans les grands fonds de Sainte-Anne. Les grands fonds. Adrien Baya, écrivain, était avec nous aussi en direct par téléphone. Il nous a donné rendez-vous lundi 18 pour la présentation de son livre Renaître avec la danse, une nouvelle danse qu'il va lancer ici. Mais Iman nous a dit qu'elle connaissait cette danse, la biodanza, c'est bien ça? Biodanza, oui. Mais elle va réapprendre. Et ensuite, nous avons reçu 3 dames. Madame Romuald, directrice générale adjointe de l'insertion au conseil départemental. Evelyne Ellis, coordonnatrice administrative de la maison de l'insertion Goubert Trois-Rivières Vieux-Fort. Et Sabine Lautric, la directrice de Mob Hills, qui permettent justement, avec la plateforme de mobilité, de donner l'occasion à des gens qui sont RSA, des chômeurs, des gens sans emploi, mais aussi des personnes en situation de handicap, de pouvoir se déplacer. Et bien sûr, aujourd'hui, le ZCL Gold Nostalgie était consacré à un chanteur. On va aller réécouter un petit extrait, puisqu'on a encore quelques minutes. Est-ce qu'on peut prendre un petit frisé de Patrice Ullman, puisque pour une fois qu'on a fini un petit peu tôt, si notre technicien peut nous donner le son, nous pouvons écouter Patrice Ullman, on sait le nom, voilà. On nomme tout seul, pardon. Moi aussi, moi c'est un homme seulement. Moi pas bon Dieu, non, non, moi c'est un homme seulement. Prends-moi, Jean-moi, et passe-moi, c'est un homme seulement. Pas essayer changer, moi c'est un homme seulement. Un homme seulement. Délai ou qu'à sourire, moi, et sa belle console est qu'à lever. La vie trop coûte pour gaspiller, pas laisser trop s'amarrer nous. Les amis qui viennent pas les bas, sont je sais couteau celles qui savent. Si c'est vrai c'est moi ou choisi, tant pis soufflez pas, oubliez moi c'est un homme seulement. Moi pas bon Dieu, non, non, moi c'est un homme seulement. Crois-moi, Jean-moi, et passe-moi, c'est un homme seulement. Pas essayer changer, moi c'est un homme seulement.
manger moi c'est un homme seulement. Capon mauvais chemin, en sabouquet vin redit, moi mais sûrement des autres y'a pas chanté, on jouit que mon mal levé, et si des fois ou